Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Hello les Nantais et tous les autres auditeurs de Rayonnante, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison du podcast. Alors on démarre le premier épisode avec Johanna Lemo qui a fondé Au Bocal, la première enseigne indépendante à Nantes qui fait du bio, du vrac, du local et du zéro déchet, rien que ça. Johanna a un parcours atypique. Au départ, elle voulait être pompier, puis elle est arrivée à Nantes pour ses études et a eu plusieurs expériences pro qui ne lui ont pas forcément plu et suite auxquelles elle a eu surtout envie de donner un petit peu plus de sens à sa carrière. Elle s'engage alors dans l'association Disco Soup où elle est sensibilisée aux questions de gaspillage alimentaire et là, c'est la révélation. Elle n'en peut plus de jeter ses emballages, ses épluchures, elle commence à tout mettre en bocal, à faire elle-même sa lessive, ses produits ménagers et cerise sur le gâteau, elle lit le livre de Bea Johnson, Zero Waste Home, qui va finir de la convaincre. Désormais, elle souhaite démocratiser et sensibiliser les Nantais au zéro déchet. On est en 2014 et de là naît Au Bocal. Dans cet épisode, Johanna revient sur toute l'histoire de Bocal, des débuts à aujourd'hui. Elle nous parle aussi du vrac, car elle est devenue depuis la référente en France sur ce sujet à travers son association Réseau Vrac. Alors bien entendu, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous laisse écouter ma discussion avec la dynamique et enthousiaste Johanna. Hello Johanna. Salut Léonore. Merci d'avoir accepté du coup de nous raconter ton histoire au micro de Rayonnante. Je suis ravie de démarrer cette deuxième saison avec toi aujourd'hui. Bah oui, moi aussi, avec plaisir. Alors Johanna, tu as fondé Au Bocal en 2014, qui est la première enseigne indépendante bio, vrac, locale et zéro déchet du centre-ville de Nantes, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ok. Alors Johanna, on va parler bien sûr de Au Bocal, mais on va d'abord commencer par parler de toi. Je voulais savoir si tu étais d'origine nantaise. Alors moi, je suis d'origine bretonne, Ouais. donc sans lancer le débat dès le début du podcast, mais je viens d'une petite ville qui s'appelle Pordic, à côté de Saint-Brieuc, en Côte-d'Armor. Voilà. Ok, tu es arrivée quand alors à Nantes ? Et ben, je suis arrivée en 2010 Ouais. pour mon master. Ouais. Et puis, je suis tombée amoureuse de la ville et donc j'ai décidé de rester à Nantes. Et raconte-nous justement un peu ton parcours. Et ben, donc moi, à la base, j'ai un parcours un peu atypique. À la base, je voulais être pompier professionnel. Ouais. Donc j'ai fait un bac technique en génie civil pour apprendre à créer des bâtiments et des ponts et des structures. Ça ne m'a pas plu. Donc j'ai repris une fac générale où j'ai été en fac à Rennes. Et puis je suis arrivée, comme je disais, à Nantes pour mes études en master en management. Et puis du management, j'ai adoré le marketing et donc j'ai fait un master 2 en marketing à l'IAE de Tours et en alternance à Nantes où j'étais dans un cabinet de conseil en stratégie, donc beaucoup sur les projets innovants. Donc là, c'était vraiment super. Sauf que je m'ennuyais à faire des études de marché pour les projets innovants et j'avais vraiment envie d'être de l'autre côté sur le terrain. Voilà, donc arrivé à 22 ans après mon master sur le marché du travail, sans vouloir aller sur Paris comme tout le monde diplômé en marketing et amoureuse de Nantes, je voulais vraiment rester là. Et du coup, j'ai eu du mal à trouver un travail qui me plaisait. Après, rien qui m'engageait. En fait, vraiment, à la fin de la journée, je me disais « Ouais, j'ai été utile, ça me plaît à fond ». Donc, je me suis beaucoup... je dis donc, mais c'est vraiment une succession de petits déclics, mais je me suis beaucoup engagée, en fait, dans des associations nantaises, dont Disco Soup, qui a été ma révélation de la vie, je pense. Ouais. Tu peux nous parler un peu de Disco Soup ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc, Disco Soup, à la base, c'est un mouvement allemand qui s'appelle la Schnippel Disco et qui est né à Berlin. Et en fait, c'est vraiment récupérer les invendus, tous les fruits et légumes moches dans les supermarchés ou chez les producteurs directement et aller dans l'espace public, les cuisiner. Du coup, la manière disco, hyper festif, déguisé avec de la musique et tout, mais vraiment dans le but de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une révélation de dire « Waouh, on jette des tonnes et des tonnes et des tonnes ». Rien qu'en fruits et légumes, sans parler du gaspillage alimentaire autrement, mais qui peuvent être tout à fait consommés. Et d'éduquer et sensibiliser les gens là-dessus, c'est vraiment génial. Donc vous cuisiniez ces fruits et légumes, voilà. Et l'idée après c'était de les offrir à des personnes défavorisées ou de les revendre. Alors c'était pas du tout. Non. Autant on pense tout de suite à des initiatives comme la Croix-Rouge et autres, autant là c'est vraiment, on a fait des disco soupes sous les nefs, à la place du Bouffet, dans les quartiers.
dans des jardins. Vraiment, c'est interpeller la personne qui passe dans la rue et lui dire, en fait, tiens, mange, c'est des smoothies, c'est des salades de fruits, c'est autre. Et à ce moment-là, ils disent, je peux venir vous aider à cuisiner. Et pourquoi c'est gratuit? Et alors, on déroule tous le discours du gaspillage alimentaire. Donc ça a été vraiment un déclic pour moi. Et on était en quelle année à ce moment-là? 2013. 2013, voilà. Ok. Entre ce déclic-là, en 2013, où tu as travaillé chez Disco Soup, et entre le projet Au Bocal, qui a démarré en 2014, finalement, ça a démarré à un moment où le vrac n'était pas encore à la mode, ou pas encore tendance, on n'entendait pas du tout parler, donc ce qui était plutôt visionnaire. Comment est-ce que toi, tu as eu cette idée, tu vois, de lancer cette boutique en vrac? En fait, c'est justement partie de Disco Soup avec cette notion du gaspillage alimentaire. Et après, moi, quand j'ai vu ça, c'était déjà plus possible pour moi. Après, j'ai beaucoup aussi, en grandissant en Bretagne dans le jardin, on avait un compost au fond du jardin. Mon père y pêchait, donc on mangeait les poissons de la pêche. Ah oui, donc déjà petite, tu étais sensibilisée à ces questions de manger local, de manger... Voilà, on avait un jardin du coup avec pommes de terre, poireaux, salades, radis, les basiques. Et pour nous, en fait, on vivait à 5 sur un salaire. Donc c'était plutôt côté économique on se débrouille, système D, à faire les vides-greniers, acheter des jouets ou des vêtements d'occasion. Et pareil, ça, à l'époque, c'était pas du tout tendance. Donc on le disait pas trop. Et du coup, après la vie étudiante, Rennes, Nantes, la grande ville, aller en supermarché et tout. Et en fait, moi j'ai pété un câble j'en pouvais plus de arriver de gros Leclerc, machin, déballer les courses et jeter la moitié des courses, de tous les emballages. Autour des pots de yaourt, autour des pots de biscuits, les sachets de pâte en plastique. Voilà, c'est quelque chose ça me saoulait. Les épluchures, pareil, de jeter les épluchures à la poubelle alors qu'on pourrait les mettre au compost tout simplement. C'est quelque chose, ça me faisait mal au cœur. Et du coup, mon copain de l'époque disait, mais tu chantes avec tes épluchures, c'est bon, jette-les à la poubelle et tout. Et du coup, j'ai commencé à mettre tout dans des bocaux, faire mes lingettes démaquillantes moi-même, faire tout ce que je pouvais en cuisinant, les compotes, les confitures, des petits trucs tout simples, mais voilà, c'était compliqué pour acheter mieux et sans emballage, donc aller à Biocop, aller au marché, à devenir un peu taré. et du coup, de rencontre à une autre, avec notamment le réseau associatif de Nantes, qui est assez extraordinaire quand même, avec Alternatiba, avec plein d'associations, plein de rencontres, de lecture de livres, notamment du livre aussi de Bea Johnson, le célèbre livre pour ceux qui connaissent Zero Waste Home. Ok, donc, tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est une Française qui habite aux États-Unis et qui est en fait une famille de 4 personnes et ne produisent qu'au bout d'un an qu'un bocal. Vraiment que les déchets qui vont à la poubelle bleue. Et elle, son principe de vie, c'est ce qu'elle explique très bien dans son livre et qui donne beaucoup de déclics, c'est le principe des 5 R. Donc c'est refuser, réduire, réutiliser, recycler, et du coup composter, qui s'appelle ROT en anglais. Et donc voilà, je me suis vraiment mis dans cette optique-là. Et j'ai organisé notamment la grande soirée du zéro déchet à Nantes en 2015, où Bea Johnson est intervenue. Donc génial. Elle venait en France, elle a fait beaucoup de conférences, donc on l'a fait passer par Nantes. Et voilà, pour donner le déclic à d'autres Nantais de consommer de cette manière-là. C'était une soirée à R38, donc avec le collectif professionnel des acteurs du zéro déchet à Nantes. Toujours en 2015, à l'époque, on n'était pas beaucoup et puis on était assez rentre-dedans parce qu'il fallait en parler et personne n'avait conscience de ça. Et rien que mettre le mot zéro déchet, déjà ça choquait pas mal. Donc du coup, en l'organisant, moi j'ai décidé de faire pitcher des acteurs locaux avant pour montrer que Nantes, on a la chance, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en termes de compostage, en termes de recyclage, ressourcerie, atelier de co-réparation... Voilà, boutique zéro déchet, j'avais pitché au bocal à l'époque parce qu'il n'y en avait pas aussi. Et après, Bea Johnson a fait sa conférence sur elle, son mode de vie. Donc toi, tu avais déjà cette idée de créer cette boutique zéro déchet. En 2014, du coup, j'ai eu l'idée. Et donc, pour refaire le lien avec Disco Soup, et aussi Marion, qui est une amie de Disco Soup, qui avait un projet de fin d'études. Et en fait, qui s'est dit, il y a une boutique qui existe comme ça, sans emballage, en France. C'est la toute première. Et du coup, moi, je me suis dit, mais carrément, en fait, Nantes a été Green Capital de l'Europe en 2013, ville verte, ville écologique, et pour autant, si on veut acheter ses pâtes sans plastique, en fait, c'est la grosse mission. On trouve rien. À part Carrefour City et 2-3 magasins Monoprix en centre-ville ou Biocop en périphérie, en fait, c'est la galère pour manger à Nantes, manger mieux. Donc voilà, on est parti de là en 2014, et si on ouvrait un magasin sans emballage à Nantes.
Est-ce qu'entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où finalement Au Bocal s'est lancé, il s'est quand même passé 2 ans, puisque tu as ouvert ta première boutique en 2016. Donc du coup, quelles ont été, tu vois, un peu les étapes? Tu disais, donc tu as été rencontrer des acteurs sur ce sujet-là, des gens qui avaient déjà des boutiques. Comment est-ce que tu as un peu construit ton projet, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé finalement 2 ans? C'était long. 2013, ça prend tête... ça prend place dans ma tête, on va dire, et on me dit non mais Jojo, ça va pas du tout, t'as même pas 24 ans, tu fais une crise de la quarantaine. En fait, j'avais envie moi d'une reconversion professionnelle sans mettre les mots dessus, et du coup vraiment, donc 2014, on met noir sur blanc toutes nos idées, tac tac tac, c'était hyper clair. Ça a commencé par un hold-up avec Make Sense, qui est une association qui met en relation les entrepreneurs et les citoyens qui ont envie de participer leurs idées. Qu'est-ce que c'est un hold-up? Un hold-up, c'est un brainstorming d'idées. Donc en fait, c'est vraiment une méthodologie liée à Make Sense qui est, il y a un gangster qui est l'animateur, formé par Make Sense, les entrepreneurs qui sont là mais sans intervenir, et surtout des citoyens qui veulent participer. Et du coup, il y a un braquage d'idées. Donc c'est 2 heures de méthodologie pour aboutir à une problématique de l'entrepreneur. Et nous, c'était trouver un nom à notre projet, parce que c'était un peu chiant de dire une boutique sans emballage, nanana. Vraiment, c'était la première étape. Donc Au Bocal est né. Ensuite, 2015, un des premiers, pareil, jalons du projet, c'est que du coup, il y avait Véronique aussi, une commerçante qui avait une boutique d'upcycling à Nantes qui était dans le projet. On s'est dit, waouh, mais nous, on est dans le réseau des poubelles, des déchets, de l'upcycling. C'est notre petit monde finalement à nous. Notre projet, on l'adore, on trouve ça génial, ça n'existe pas, on va le faire. Mais pour autant, est-ce que ça plaît? Donc, c'était pas une étude de marché parce qu'on ne l'a pas poussé du tout. On s'est déjà dit, on va poser la question sur nos réseaux sociaux perso à nous. Et du coup, en 15 jours, ça a fait un effet boule de neige incroyable. On a eu des milliers de réponses. Et surtout, la presse m'a appelée. Du coup, je suis passée à la radio. Il y a eu 20 minutes, Nantes, les journaux gratuits donnés. Du coup, on a eu des articles de presse tout de suite. 3 Nantaises veulent ouvrir un magasin sans emballage à Nantes. Donc, il y a vraiment eu ce côté hyper curiosité et réseau. Et pareil, on a monté nos réseaux sociaux à ce moment-là pour communiquer sur l'avancée du projet de manière assez naturelle. Et tout de suite, pareil, des milliers de personnes à nous suivre. Ouais. Donc, c'était assez chouette de donner toutes ces... Ça a créé beaucoup d'émulation autour du projet. Et du coup, attends, j'ai 2 questions à te poser. Une question de local. Vous l'avez trouvé facilement, votre local à Nantes? Pas du tout. Pas du tout? Ouais, ça a été hyper compliqué parce que on a été voir des banques tout de suite en se disant « c'est génial, notre projet, les gens adorent, nous, on est à fond. » on va trouver un local, et pas du tout. Et du coup, les banques, ça a été compliqué. On nous catégorisait un petit peu d'écolo et rêveuses. Et voilà, dire, c'est chouette vos lingettes démaquillantes, mais comment vous allez faire pour faire tourner un commerce, quoi. Donc, on a été accompagnés par les Écosolis. D'accord, en juin 2015. C'est quoi les Écosolis? Les Écosolis, en fait, c'est le réseau de l'ESS à Nantes qui a un lieu qui s'appelle le Solilab, pas très loin du hangar à bananes. Et donc, l'incubateur qui s'appelle Le Labo nous a accompagnés sur 1 an sur toute l'étude de faisabilité du projet. Et notamment, nous, c'était comment convaincre les banques et en fait tous les investisseurs, pas investisseurs parce qu'on n'est pas passé par des investisseurs, mais toutes les parties prenantes autour du projet. Et puis vraiment aller chiffrer sur OK, on va vendre des fruits et légumes, des pâtes, de la farine, des savons, des shampoings solides. Mais finalement, en fait, comment on peut avoir ce modèle économique d'achat-revente, de commerce tout simple. Donc ça a été vraiment super. Est-ce que c'est suite à tes discussions, si je comprends bien, avec les banques, que tu t'es dit, en fait, on a peut-être besoin de se faire accompagner pour en faire un vrai business model, quoi. Ouais, parce qu'on ne nous prenait pas au sérieux. Et pour le coup, comme ça n'existait pas, à part du coup le magasin à Bordeaux, les Biocop qui ont des rayons vrac depuis des années, mais voilà, c'est dur à analyser. En fait, on allait faire l'étude de marché d'un magasin qui n'existait pas. Donc assez compliqué, surtout quand on débarque à 24 ans, qu'on n'a jamais eu son entreprise, qu'on n'a jamais géré un magasin, qu'on fait sa reconversion sans avoir d'expérience professionnelle. Voilà, la prise de sérieux, c'était compliqué. Et aussi dans les autres étapes du projet, c'est que Marion, Véronique, la vie entrepreneuriale, elles sont parties du projet. Et du coup, en septembre 2015, je me suis retrouvée toute seule, qui n'était pas du tout le but, puisque Au Bocal, c'était un projet collaboratif au début. Et un petit peu déçue de... on a tous nos fournisseurs, on a passé un temps énorme. Ah oui, parce que ça, convaincre les fournisseurs de faire du vrac, on s'en est pris des vents au téléphone qui ne voyaient pas l'intérêt. Non, mais c'est déjà emballé, c'est très bien. Déballez vos sacs pour remplir vos silos.
les clients vont rien voir. Ah non, mais pas du tout, c'était pas du tout logique. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir une boutique éphémère sur une semaine pour la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc toujours en 2015. Et ça s'est passé à la Maison Bergeron sur l'île de Nantes. Et du coup, ça a été un mini au bocal. À l'époque, on voulait avoir un salon de thé café associatif qui n'a pas pu avoir lieu finalement, mais du coup on l'avait fait en version miniature. La ressourcerie nous a prêté du matériel, on a tout fait en mode récup avec nos fournisseurs tisane, café, shampoing solide, vraiment tous les basiques, mais c'était vraiment en fait ridicule, mais c'était génial pour nous parce que voilà, c'était la concrétisation et tester à petite échelle notre projet. Et là, c'était un gros succès avec des milliers de personnes, enfin pas milliers, mais des centaines de personnes à venir, des milliers de chiffres d'euros de chiffre d'affaires, je vais y arriver. Et puis toute l'émulation et les encouragements de notre communauté qui nous suivait depuis plusieurs mois. Et... Tu disais que justement, tu t'étais retrouvée toute seule sur le projet. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à ce moment-là? Tu vois, tu nous disais en fait que tu nous confiais que c'était quand même un peu compliqué. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à retrouver une nouvelle énergie dans ce projet? Donc en fait, c'est un copain qui était dans l'entrepreneuriat aussi, je pleurais parce que j'étais juste dégoûtée de la situation et de faire tout ça pour rien, entre guillemets, parce que je voulais vraiment pas le faire toute seule, qui m'a dit, mais en fait, réveille-toi, t'as tes fournisseurs, t'as ta communauté, fais quelque chose, quoi. Et du coup, il m'a un peu botté les fesses. Et là, j'ai fait, ouais, grave. Et du coup, j'ai recontacté une amie de l'époque qui est devenue mon associée. Et on a monté, elle m'a accompagnée pour cette droguerie éphémère. Enfin, pas droguerie éphémère, boutique entière éphémère. Et voilà, ça s'est fait hyper naturellement. Et du coup, suite à cette boutique éphémère en 2015, on avait le chiffre d'affaires, le nombre de clients, tous les ratios en fait pour aller convaincre et les banques et les agents commerciaux. Et donc j'ai été faire du gros flyers. C'était pas zéro déchet, mais c'est comme ça que aller distribuer des tracts dans tout le centre-ville pour nous dire on cherche un local, on cherche un local, on cherche un local. Donc c'était au Bocal cherche un local. Et du coup ça a fait un petit buzz dans le centre-ville. Et puis on en a beaucoup parlé. Il y a un agent immobilier qui a beaucoup cru en nous, qui nous a trouvé un tout petit local rue de l'Hôtel de Ville, qui est celui de la première boutique aujourd'hui, qui nous a tout de suite plu, même s'il était trop petit, parce qu'il était dans le centre-ville, mais en étant à côté. Du coup, sans être dans les grandes rues passantes, et dans un quartier avec déjà une boutique de créatrices, avec un restaurant bio, un petit bar où il y avait une AMAP, donc hyper alternatif comme nous. Et du coup, ça nous a tout de suite plu. Bon, trop bien. Et alors, si on en revient justement au Bocal, est-ce que tu pourrais... Bon, tu nous en as un petit peu parlé, bien entendu, mais est-ce que tu pourrais nous raconter ce que l'on trouve dans vos boutiques? Oui, alors j'ai juste oublié une étape. Avant d'ouvrir la boutique, donc a ouvert le 1er juillet 2016, on a aussi lancé notre campagne de financement participatif sur Ulule. Oui, bien sûr. Voilà, où c'était pour financer des machines à faire de la pâte à tartiner. Et on a demandé 8 000 € parce que c'est des machines qui coûtaient cher, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et c'était pareil, un gros succès. On a eu plus de 12 000 €. Donc ça a été vraiment pareil. Les personnes qui nous suivaient depuis un an et demi, c'était vraiment la concrétisation et le soutien en plus. Et toi, tu as lancé la campagne Ulule juste avant d'ouvrir. Tu avais déjà ouvert la boutique éphémère Oui, en fait, la boutique éphémère a été ouverte en 2015. Ouais. Après, on a trouvé un local et le temps de faire les travaux, on les a fait nous-mêmes, on a lancé une campagne de financement participatif juste avant. Et ça a été vraiment super pour les gens qui se disent enfin, déjà au Bocal va se concrétiser, on peut les soutenir. Et une fois que la boutique a ouvert en juillet 2016, du coup, ils sont venus dans la boutique. Ça a été vraiment, ils ont grandi avec nous, en fait, nos clients. Si on revient un peu sur Bocal, est-ce que tu nous raconterais ce qu'on trouve dans tes boutiques? Tu nous en as un peu parlé, mais du coup, un petit peu plus en détail. Oui, donc l'idée de Bocal, c'est vraiment de démocratiser l'achat en vrac et de rendre accessible le mode de vie zéro déchet. Donc c'est de tout trouver dans un même lieu. Après, aujourd'hui, on a 2 boutiques, donc je vais faire un peu des parallèles. Mais en gros, on trouve plus de 1500 produits, à la fois des produits alimentaires et des produits hors alimentaires. Donc sur l'épicerie, on trouve de l'épicerie sèche classique, farine, pâtes, riz, fruits secs, thé, café, épices. Aussi des fruits et légumes, du fromage, du pain, de l'huile d'olive, du vinaigre, voilà, beaucoup de produits, de l'alcool en vrac, aussi beaucoup de produits consignés pour tout ce qui ne peut pas être vendu en vrac. Donc tout, bière, vin, jus de fruits, confiture, mozzarella, yaourt, fromage blanc, vraiment tous les produits du quotidien en fait pour faire ses courses. On a même du beurre et du ketchup en vrac. C'est vraiment des choses cool. On se dit yes, on peut vraiment se passer du supermarché. Et pour tout ce qui est hors alimentaire, on vend des produits d'hygiène,
type shampoing soit en vrac liquide, soit en solide, des brosses à dents en bois compostables, des gourdes en inox, vraiment tout du coup. Produits d'hygiène, produits d'entretien, cosmétiques et accessoires du quotidien. Donc vraiment pour simplifier l'achat en vrac et le zéro déchet, encore une fois. Trop bien, une offre très très large. Du coup, tu disais 1500 références, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Explique-nous comment est-ce que ça fonctionne concrètement, Oui. tu vois. Est-ce que je dois arriver avec mes propres contenants Ouais, exactement. Donc en fait, le principe, il est simple. C'est aussi de réduire les déchets. C'est vraiment le cœur de Bocal. Et donc de venir avec ses propres contenants. Donc vous venez avec ce que vous avez chez vous qui est adapté à faire remplir. Donc ça peut être des bocaux, bien sûr. Après, les bocaux, c'est lourd. Donc ça peut être aussi des boîtes tupperware, des boîtes en inox pour recharger son thé. Ça peut être les boîtes pour mettre le fromage. Ça peut être les sachets en tissu, qui sont, moi, je trouve, franchement, le top pour acheter ses céréales, ses pâtes. Encore, je dis toujours la même chose, mes lentilles et tout. Vous mettez, hop, votre sac en tissu, vous le remplissez à la manière du sac en papier craft, mais du coup, qu'on ne jette pas. Si vous n'en avez pas, nous on en propose des bocaux gratuits qui sont donnés, des bocaux neufs à l'achat ou des petits sacs en papier pour dépanner depuis la Covid. Et puis du coup, c'est le principe de ramener ces bocaux, c'est de les peser. Donc il y a la tare qui est faite, donc vous pesez vous-même les bocaux, n'importe quel contenant qui fait plus de 2 grammes, tout seul directement. Vous prenez les produits que vous voulez, en quantité que vous voulez aussi. Donc là, c'est vraiment cool de se dire, on peut acheter juste 2 grammes de cannelle si on a une recette. On a envie de goûter les céréales du petit-déj, mais on n'est pas sûr de les aimer, donc on ne va pas acheter un grand paquet tout de suite. Et puis, arrivé en caisse, nous, on fait la tare. Donc, on déduit le poids du contenant. Et au final, le client, on repart qu'avec le produit. Pareil pour le shampoing, la lessive, le liquide vaisselle, toujours la quantité souhaitée. Donc ça, c'est vraiment le principe. Et tu disais que si j'oublie mes contenants, donc je peux en acheter sur place, c'est ce que tu disais. Il y en a toujours des neufs. Ils sont consignés, du coup, je les réimporte après ou... En fait, il y a 2 solutions. Soit, du coup, il y a des bocaux qui sont donnés, gratuits, que c'est des bocaux, par exemple, si tu as trop de pots de cornichons confiture chez toi, que tu as lavé, que tu n'utilises pas, tu nous les redonnes, nous on les nettoie, on les redonne aussi aux clients. Donc ça, c'est des bocaux gratuits. Il y a les petits sachets en papier pour dépanner. Il y a les bocaux neufs, le parfait, nous on travaille directement avec l'atelier. Donc voilà, c'est des neufs qu'on achète à l'usine directement, qui sont achetés, que tu gardes. Et puis du coup, il y a tous les bocaux consignés qui sont ramenés. Donc là, c'est du pré-emballé consigné. Ouais, c'est ça. Parce que tu disais, donc on a parlé de ta première boutique qui était rue de l'Hôtel de Ville, mais en fait aujourd'hui tu as 2 boutiques. Oui, c'est ça. La deuxième se trouve... Allée des Tanneurs, donc sur le cours des 50 otages. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est l'épicerie en vrac pour tout l'alimentaire et la droguerie zéro déchet pour tous les produits de la maison. On va dire, c'est vraiment 2 univers qui, au bout de 5 ans, se sont divisés naturellement. D'accord. Et donc la droguerie, c'est rue de l'Hôtel de Ville. C'est ça. Dans la boutique rue de l'Hôtel de Ville. Ouais. Okay. Avant, on avait tout rue de l'Hôtel de Ville et puis maintenant, c'est la droguerie et l'épicerie sur le cours des 50 otages. Ouais. Plus proche de Talence. Et alors, donc aujourd'hui, au Bocal, c'est 2 magasins à Nantes. Ouais. C'est 13 salariés, c'est ça, c'est ce que tu me disais? 11 salariés. 11 salariés. C'est quand même une grosse équipe. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, la force de ton concept? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que ça a marché et que tout de suite les Nantais sont venus, ont commencé à consommer de cette manière-là? C'est une super question. C'est vrai qu'on ne pensait pas. Après, c'est toujours bizarre de se dire c'est un succès. Je m'en remets toujours pas parce que, en fait, à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, je m'étais dit, je fais ce qui me plaît, ce qui est en lien avec mes convictions personnelles. Et j'avais envie d'avoir du sens, en fait, aussi dans moi, mon travail. Du coup, lier convictions personnelles et convictions personnelles, c'était vraiment énorme. Je m'étais dit, si ça marche pas, j'irai voyager. Du coup, loupé. Loupé parce qu'avec 11 salariés de boutique, c'est un peu compliqué d'aller voyager. Mais vraiment, la force du concept, c'est quelque chose que moi, j'ai créé pour avoir plus de sens, pour un meilleur avenir. Je l'ai créé par conviction, par passion. Et du coup, j'y mets vraiment tout mon cœur. Et c'est quelque chose qui est hyper cohérent. En fait, moi, c'est vraiment le bon sens, la logique. On est transparent dans nos produits. Du coup, on achète en direct avec le plus de fournisseurs possible. Donc nous, on travaille avec 160 fournisseurs, un maximum en local. Et en fait, en local, c'est incroyable de se dire tout ce qu'on peut acheter. En passant des fruits et légumes, aux bières, au pain, aux accessoires type lingettes démaquillantes, aux shampoings solides, aux dentifrices solides, au vinaigre blanc, aux bouquins. Enfin, clairement, il y a un gros réseau de producteurs, de fournisseurs de tous ces produits-là. Voilà. Donc nous, on met le bio, le vrac, le local,
le zéro déchet. Du coup, le côté circuit court, achat en direct au producteur, l'éthique. On est par exemple sur des cotons certifiés. On a vraiment en fait de l'inox, là dernièrement des pinces à linge en inox made in France. Donc les pinces à linge qu'on garde toute sa vie en made in France. Enfin voilà, c'est un cumul de plein de valeurs possibles. On est hyper transparent dans le sens où en boutique sur les étiquettes, on peut voir qu'on achète en producteur, on met un petit picto. Et quand on achète en local, on met même le nombre de kilomètres parce qu'on sait à qui on achète. Donc vraiment le succès aujourd'hui, c'est ce qui fait sens et on le fait avec passion. Voilà. Comment est-ce que tu qualifierais tes clients aujourd'hui ? Qui sont tes clients aujourd'hui ? Il y en a qui viennent parce qu'ils sont vraiment convaincus. En mode vraiment zéro déchet. C'était d'ailleurs les tout premiers clients en 2016 qui venaient, qui traversaient tout Nantes, qui venaient de Rezé, qui venaient des fois de Rennes en week-end pour faire le plein. Donc vraiment les convaincus du zéro déchet au début. Après, on a eu ceux qui sont venus pour le bio parce qu'en centre-ville de Nantes, il n'y avait pas beaucoup d'enseignes bio aussi. On a eu les clients qui sont venus tout simplement parce qu'ils habitaient dans le quartier, donc vraiment côté proximité, qui n'étaient ni bio ni vrac, qui habitent à côté, donc comme on a du pain frais, des légumes frais, voilà, ils sont pris au jeu. Et aujourd'hui, ils ramènent leurs contenants, ils achètent du lait en bouteille consigné. Enfin, vraiment, c'est énorme. Donc nos clients aujourd'hui sont ceux qui ont envie d'agir aussi au quotidien. Ils viennent pour plein de raisons écologiques, par engagement. Il y en a qui viennent aussi pour le côté économique du vrac, où il y a des produits qu'ils trouvent à moins cher. Il y en a qui viennent parce qu'ils passent devant. Donc c'est vraiment chouette de se dire que le zéro déchet, c'est assez transversal. En fait, ça touche tout le monde pour différentes raisons. Alors j'avais une question d'une auditrice qui me disait comment est-ce que tu imagines le développement de Au Bocal dans les prochaines années ? Eh ben, c'était une très bonne question parce que bon, quand même, la crise sanitaire du Covid, ça a été un tsunami quand même, faut le dire, et dans le commerce et dans l'entrepreneuriat. Donc, les 5 ans, ça a été une grosse aventure qui allait hyper vite, puisqu'au début, toute seule, à me dire est-ce que je vais pouvoir me verser un salaire, à arriver à payer 3 loyers, parce qu'on a aussi une réserve avec un logisticien à vélo qui livre les 2 magasins, qui nous fait notre réassort. Donc, on salaire, 3 loyers, voilà. Du coup, c'est hyper chouette d'en être arrivé là. En 5 ans, ça a été ascenseur, quoi. Donc, aujourd'hui, le développement de Bocal, moi, je le vois plutôt de manière pérenniser l'activité, quand même, structurer les activités, toujours être en cohérence à faire mieux. On fait des choses super, mais encore mieux, savoir à qui on achète, maximum de produits en circuit court, en local. Et pour autant, moi, je ne vois pas du tout le développement par la franchise. C'est bien aussi d'en parler, parce que même avant d'ouvrir la première boutique, on me demandait de vendre en franchise. Donc, j'ai jamais voulu. Moi, c'est vraiment quelque chose ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon mode de vie. Mode de raisonnement. Le toujours plus, ça me plaît pas. Après, je comprends qu'il y en a qui le fassent, mais moi, c'était vraiment avoir des liens en local, avoir un ancrage sur le territoire, inspirer les fournisseurs autour de nous, les autres partenaires, voilà, une qualité de vie, une qualité au travail aussi. On forme beaucoup l'équipe. On a des partenaires comme Green Course en livraison à vélo. On travaille avec la tricyclerie. On a des composteurs. On revend leur compost après. Donc, on fait vraiment une boucle des épluchures et du biodéchet à Nantes. On a des partenaires comme... on en a plein, mais c'est vrai que c'est chouette de, justement, avoir du sens sur son territoire. Et tu sens que le concept a fait ses petits, genre est-ce que tu sens que aujourd'hui, tu as d'autres boutiques qui se sont développées à Nantes ou ailleurs en France ? Oui, alors c'est clair que en fait, il y a eu un gros boom de la vente en vrac. Comme je disais, en 2014, on nous regardait bizarrement parce que ça n'existait pas et voilà. Aujourd'hui, il y a plus de 800 magasins vrac en France. Et Nantes, on a une chance incroyable, c'est une ville qui est hyper active. Il y a quasiment 10 magasins à peu près en vrac. Ça essaime dans chaque quartier. Donc c'est vraiment chouette. Il y a des camions aussi, du coup du vrac en itinérant, qui vont dans les plus petits villages ou dans les périphéries, type Thoiry-sur-Loire, Sainte-Luce, Saint-Herblain. Il y a des drives en vrac, ou pareil, pour ceux qui peuvent pas, ils commandent en bocaux consignés directement.
Donc ouais, ça a grave essaimé. Et puis Nantes est quand même une ville active avec, comme je disais, le réseau du compost, des ressourceries, des AMAP, la ruche qui dit oui, les magasins de producteurs, il y en a de plus en plus, les initiatives comme la laiterie nantaise ou la maison Arlo Cheng ou les livreurs à vélo, il y en a de plus en plus. Donc c'est vraiment toute une dynamique qui a, depuis 2 ans, là, ça a pulse. C'est incroyable de voir que le vrac et le bio et toutes les valeurs se développent. Et alors justement, on va parler du vrac, parce que toi, donc j'ai vu que tu avais fondé et que tu présides le réseau vrac en France. Donc j'ai découvert l'existence de ce réseau à travers toi. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus et que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne, qui est derrière cette organisation, quel est l'objectif, tu vois, et comment est-ce que ça fonctionne au quotidien. Donc Réseau Vrac a été créé en 2016. C'est l'association interprofessionnelle de la filière de la vente en vrac. Donc vraiment l'objectif c'est de démocratiser la vente en vrac et finalement ce nouveau marché, structurer le métier et aussi sécuriser les pratiques. Donc c'est un réseau de professionnels comme je disais, soit les distributeurs type magasin vrac comme nous, Fix, Wheat et Néron, à la fois les fournisseurs, que ce soit fournisseurs de produits alimentaires, hors alimentaires, fournisseurs de matériel, les caisses, les balances, les bacs, en fait vraiment le système de distribution qui est propre au magasin vrac et les porteurs de projets. Donc voilà, c'est une association qui a aujourd'hui plus de 1900 adhérents, qui est donc une association française, mais pour autant, elle est dans plus de 14 pays aujourd'hui, parce qu'il y a plein de francophones à l'étranger qui veulent monter un magasin vrac. Et comme il n'y a pas d'association comme ça au monde, en fait, elle est vraiment unique. Et du coup, Réseau Vrac commence à essaimer un petit peu partout. Génial. Ouais, donc c'est vraiment top. 14 pays du monde entier ou uniquement de l'Union européenne ? 14 pays du monde entier. Il y a des gens en Asie qui appellent. Moi, je suis français expat, j'ai envie de monter mon magasin vrac. Il n'y a pas d'infos, en fait, en termes... En fait, il y avait un flou juridique sur la vente en vrac. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Dans quelles conditions d'hygiène ? Autant pour la vente de fromage, c'est plein d'autres produits, c'est un exemple type, mais c'est hyper encadré. Autant pour le vrac, pas du tout. Donc du coup, comme je disais, ça structure la filière de la vente en vrac. Et derrière ça, aujourd'hui, il y a 10 salariés de l'association qui sont sur Paris principalement. Donc c'est une équipe vraiment qui est là opérationnellement, qui fait toute la technique. Il y a une avocate, il y a une juriste, il y a un guide juridique de la vente en vrac, il y a des formations qui sont données sur monter son magasin vrac, les bonnes pratiques en termes d'hygiène sur la vente en vrac. Vraiment, c'est vraiment la filière métier. Et il y a un conseil d'administration, comme on est en association de 10 personnes, dont j'ai la présidence depuis le début. D'accord. Ok. Comment est-ce que tu accompagnes du coup ces acteurs dans la mise en place de leurs projets ? Enfin, comment est-ce que l'association d'ailleurs accompagne ces acteurs-là ? Via des formations, beaucoup, via le Salon du Vrac aussi, qui est un événement clé pour quand on est porteur de projet, qu'on a une idée. Par exemple, nous, on a passé 2 ans et demi à monter notre... Enfin, non, pas 2 ans et demi, 1 an et demi à monter notre projet, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien de centralisé en fait. Il fallait démarcher tout le monde, convaincre les fournisseurs, trouver la bonne balance qui soit liée à l'ordinateur caisse pour faire la tare. Aujourd'hui, on adhère à l'association. Et il y a l'annuaire des fournisseurs, soit en France, soit par région. On tape, si on cherche les croquettes pour chiens en vrac, on a directement le fournisseur. Enfin, vraiment, c'est une mine d'or. Du coup, il y a les formations, il y a le guide juridique, et puis tout l'annuaire de professionnels du réseau. Et c'est vraiment quelque chose D'accord. Ok. d'énorme. Donc, ouais, vous les formez. Est-ce que vous les accompagnez aussi sur, je sais pas, la construction d'un business plan, des recherches de financement et tout ? Oui, alors ça fait partie de la formation sur monter son projet. Après, ça donne les grandes lignes et il n'y a pas forcément aujourd'hui d'accompagnement type, mais il y a les formations clés pour monter son projet. Après, il y a des structures type la BGE qui accompagnent. C'est plutôt de l'entrepreneuriat et de la gestion d'entreprise. D'accord. Ok. Et alors, parle-nous du marché du vrac. Est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance de fond ou alors un effet de mode ? Moi, je pense carrément que c'est une vraie tendance de fond. C'est quelque chose que je dis depuis 2014. Le vrac, c'est l'avenir. Et je suis super contente aujourd'hui que ça soit plus un effet de mode comme on pensait. C'est une vraie tendance de fond. Il y a eu, comme je disais,
aujourd'hui plus de 900 magasins en France, donc c'est quelque chose d'énorme, alors qu'à l'époque, on a galéré à faire notre étude de marché parce qu'il n'y en avait pas. C'est une vraie tendance de fond parce que ça répond à des enjeux environnementaux, donc à toutes ces problématiques de réduction des déchets, de gaspillage alimentaire. On peut acheter la quantité souhaitée, on réduit ses emballages de manière drastique, on a des meilleurs produits souvent. Avec le vrac, il y a beaucoup de produits en bio. Donc, que ça soit en alimentaire ou en cosmétique, voilà, on arrive sur des produits de meilleure qualité pour la santé, pour la planète et pour les personnes qui les produisent. C'est aussi une vraie tendance de fond parce que tout simplement, les consommateurs, ils peuvent reprendre la main sur leur consommation. Ils ne se laissent pas influencer par la publicité, le marketing, les promotions. Quand on va dans un magasin vrac, en fait, c'est déboussolant au début, mais on a vraiment des silos et le produit. Donc on n'a pas l'emballage, on n'a pas le fameux riz qui va te vendre le sourire du monsieur qui est sur la boîte avec un prix, on ne sait pas d'où ça sort. Là, le produit, on sait que, par exemple que c'est un riz de Camargue qui est en France, on voit le produit directement nous. Les céréales du petit-déj, pareil, on n'achète pas la photo qui est sur le paquet, on a vraiment la céréale devant nous. Quand je dis on reprend la main sur sa consommation, on achète la quantité qu'on veut. Si on n'a pas envie... on n'est pas sûr d'aimer ou on n'a pas envie de mettre 5 € dans un paquet de céréales, et on achète ce qu'on veut. Ouais. Donc vraiment, c'est une question de valeur à la fois d'enjeux écologiques et puis on reprend une liberté de consommer comme on veut. On achète aux petits producteurs si on veut, on achète de saison, on achète en quantité souhaitée. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que le vrac, c'est pas quelque chose qui est innovant. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça a toujours existé. En fait, jusqu'à la fin du 19e, c'était le mode de consommation le plus classique. On allait dans un commerce, il y avait l'épicier derrière son comptoir et qui du coup donnait les produits en quantité souhaitée. Donc c'est vraiment le vrac a disparu avec l'arrivée du préemballé, avec l'arrivée de la massification des volumes, sur le côté artisanal qui a été perdu face à l'industriel. Du coup, jusqu'à milieu 19e, il y avait encore un petit peu comme ça de vente en vrac. Et c'est avec l'essor de l'industrie, on a commencé à emballer les produits. Et sur des questions de volume, sur exporter. Typiquement, le petit lu, c'est hyper intéressant, mais au début, il était vendu dans des boîtes en fer pour s'exporter sur Paris et tout. Aujourd'hui, les petits lus, c'est dans des sachets plastiques emballés dans du carton, et quand il y a des promos, il y a encore un emballage plastique par-dessus. Donc c'est quand même quelque chose qui est aberrant. Et finalement, le vrac, comme ça, la vente à la quantité souhaitée en libre service, ça s'est perdu face à l'arrivée du supermarché. Face à l'arrivée de tout avoir au même endroit, de simplifier les courses avec, on a tous les produits d'hygiène, l'alimentaire, pour en fait la ménagère de l'époque, faut dire c'était la révolution. On venait avec sa voiture, on avait tout au même endroit. Donc c'est quand même quelque chose pour l'époque qui était dingue, et puis ça a été l'apogée du plastique, et oui, en fait, ça peut se comprendre, enfin ça se comprend, et pour autant aujourd'hui, c'est pas du tout un retour en arrière, c'est vraiment une tendance de fond de revenir au basique. Et tous les produits peuvent s'acheter en vrac ? Oui, presque tous les produits aujourd'hui peuvent s'acheter en vrac, quasiment les basiques un caddie de supermarché qu'on peut remplacer. Comme je disais, ça passe par l'alimentaire ou les produits d'hygiène, d'entretien, etc. Sauf certains produits, quand même, il faut le dire, qui sont encore interdits à la vente en vrac pour des questions réglementaires, comme le lait en vrac, qui n'a pas le droit. Donc on peut acheter du lait en bouteille consignée, mais pas en vrac, c'est vraiment les producteurs qui doivent distribuer uniquement. Donc c'est là aussi qu'il faut se rendre compte qu'on est au début d'un marché qui se structure et qui a pas mal de bâtons dans les roues, de réglementation pas forcément très logique, mais qu'on est au début du marché du vrac et qu'on avance et que ça va encore évoluer dans les années à venir. Donc c'est vraiment chouette. Ouais, c'est intéressant. Et tu parlais de ces 62% là, des Français qui souhaitent consommer plus de vrac dans les années à venir. Oui. Je me demandais du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils n'ont pas passé ce cap-là ? Parce que, en fait, le vrac, c'est quand même une petite organisation. Donc si on n'a pas de possibilité d'acheter en vrac de quelque manière que ce soit à côté de chez nous, on invite, chacun est dans son habitude quotidienne, boulot, travail, sortie, famille, amis. S'il n'y a pas un magasin vrac à côté ou un rayon vrac, les imprévus, tant pis quoi. Il faut quand même acheter à manger. Donc voilà, donc tant qu'il n'y aura pas de magasin vrac dans chaque quartier, c'est un peu difficile aussi d'acheter en vrac aujourd'hui. Tant que les solutions concrètes n'existent pas,
c'est chouette, hein, mais on ne peut pas encore tout faire. Donc plus il y en aura et mieux ça sera. C'est pour ça, moi, je dis aussi, c'est l'avenir, la vente en vrac. Et une question, donc un point qu'on n'a pas abordé, c'est le prix, la notion de prix. Est-ce que tu dirais que c'est plus intéressant d'un point de vue budget pour un consommateur, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de variation? C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent. Donc le vrac, ça fait faire des économies quand même parce qu'on n'achète pas l'emballage. Il n'y a pas le marketing et tout ça qui est autour. Donc en général, on dit 20 à 30% d'économie sur un produit en vrac plutôt qu'emballé. Après, moi, je mets plein de nuances puisqu'il faut quand même comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer du conventionnel et du bio, par exemple. Acheter les pâtes marque basique en supermarché, forcément des pâtes bio vont être plus chères. Et après, sur le bio emballé et le bio en vrac, il y a encore une différence. Donc ça, c'est les premiers critères. Il faut faire attention quand on regarde quand même. Après, on peut avoir carrément des bonnes surprises. Il y a un client qui avait fait une étude, notre sucre en bio et en équitable et en vrac, on était moins cher que du sucre bio de chez Carrefour. Bon, voilà, c'est des comparatifs que nous, on ne fait même plus aujourd'hui, mais qui sont des fois importantes à faire, surtout quand on gère son budget. Donc, comparer ce qui est comparable, bio et bio, par exemple, et aussi la grosse nuance, c'est artisanal et industriel. Parce que des cookies artisanaux faits par un petit producteur du coin, forcément, ils vont quand même être plus chers que les cookies industriels, même en vrac, achetés à une grosse structure qui fait ça. Enfin, il y a vraiment ce côté artisanal qui est important. Et du coup, moi, je dis pas que ça coûte moins cher ou plus cher. Je trouve que, justement, ça coûte pas plus cher, mais en fait, ça revient moins cher. Il y a une petite... Ouais, en fait, ça coûte pas forcément plus cher, mais comme on peut acheter la quantité qu'on veut, ça nous revient moins cher au final. On peut quand même gérer son budget, quoi. Comme je disais, on prend la juste quantité de lessive. Si on n'a pas envie d'acheter un bidon de lessive à 10 € parce qu'on est serré au niveau de son budget, on prend de quoi faire 4 lessives dans le mois. Et puis du coup, on s'en sort avec 1 ou 2 € de lessive et ça suffit largement sans acheter le gros bidon. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et justement, donc, je pense que tu as quand même un peu partiellement répondu à cette question, qui était une question d'une fidèle auditrice de Rayonnante, à qui je fais un petit clin d'œil, qui disait « Parfois, acheter en vrac revient plus cher que l'achat d'une même référence emballée. » Oui. Et donc, comment est-ce que tu expliques ça ? En fait, c'est difficile à expliquer parce qu'aujourd'hui, la vente en vrac, c'est quand même si c'est une tendance de fond, c'est quand même à la mode. Donc, avant tout, il y a les magasins qui font leur propre stratégie de prix. Il y en a qui font aussi du vrac maintenant par opportunisme. Donc, on peut trouver dans des endroits des prix en vrac plus chers, avec dans le même rayon juste à côté, le produit emballé moins cher. Donc ça, c'est des aberrances où moi, je suis hallucinée de ça et je milite contre ça. Mais voilà, il y a encore aujourd'hui, malheureusement, l'effet de mode où il y en a qui en profitent. Après, il y a le côté industriel, artisanal, où il faut faire attention. Mais normalement, ça ne doit pas revenir plus cher. Voilà, faut regarder, faut faire attention. Les prix, quand on est convaincu du vrac, il y a des magasins pour qui, comme nous, on applique le prix juste. Du coup, on essaie de faire un effort sur le prix pour convaincre les gens d'acheter en vrac et le rendre accessible. Donc, ça ne revient pas forcément plus cher. Après, si ça revient plus cher sur les légumes, par exemple, nous, on les achète à des producteurs en direct. Donc oui, ok, ça revient plus cher que les légumes du supermarché en bio. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas du bio qui vient d'Espagne. C'est du bio qui vient d'à côté où le producteur, par exemple, sur la pomme de terre, il a eu une galère parce que cette année, la météo, c'était catastrophique. Des fois, ça arrive que sa machine elle tombe en panne, il doit tout récolter à la main. Le prix de la main-d'œuvre française, voilà, ça peut avoir des répercussions. Et voilà, globalement, on arrive à expliquer les hausses des prix. Souvent, c'est lié à la météo, aux mauvaises récoltes, et puis aux aléas climatiques. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Donc il peut y avoir des variations, mais pas hésiter à demander pourquoi aussi en magasin. On arrive à expliquer, quand on sait à qui on achète, on arrive à expliquer les prix justement. D'accord, c'est intéressant. C'est une éducation au prix aussi. Ouais. Et ce que je retiens, c'est ce que tu disais, c'est que consommer en vrac, finalement, c'est même si de temps en temps ça peut revenir un peu plus cher, en fait, c'est associé plutôt à des valeurs et c'est consommer mieux, consommer plus durablement. Oui, carrément. Voilà. Ouais. Une grosse action je trouve, politique au quotidien, sans faire de politique. En fait, on peut faire des actes forts tous les jours en achetant tout simplement ces produits pour manger ou pour se laver, ou voilà, les produits vraiment du quotidien.
Et du coup, comme tu parles de politique, ça tombe trop bien parce que ça fait une transition avec ma question d'après. Je voulais savoir, donc tu sais, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi anti-gaspillage, Ouais. et je voulais savoir si le vrac était concerné par cette loi. Ouais. Et si oui, qu'est-ce que cela implique ? Donc cette loi, elle s'articule autour de plusieurs orientations, notamment réduire les déchets, sortir du plastique jetable. Et du coup, il y a la question d'information du consommateur qui est hyper importante. Donc contre le gaspillage alimentaire, quand on parle de réduire ses déchets, ça concerne le vrac. Ouais. Et il y a quelque chose qui est énorme parce que depuis cette loi, déjà, il y a eu la définition du mot vrac qui a été prise en compte. Donc vraiment, ça permet d'encadrer les pratiques pour les professionnels qui veulent faire du vrac et donc sécuriser le consommateur pour pas que dans le vrac il y ait tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est une grosse étape. Ensuite, il y a le droit pour les consommateurs de ramener leur contenant. D'accord. Ça, c'est un truc de fou parce que on l'a beaucoup fait. Souvent, au début, pour les pionniers du vrac et du zéro déchet, on nous regardait comme des extraterrestres. Et souvent, on peut se faire rembarrer. En fait, il y a pas mal de personnes qui, en allant dans des grandes surfaces, au rayon à la coupe, type fromage, boucherie, se faisaient refuser leur contenant. Non, on n'a pas le droit, non, machin et tout. Donc maintenant, depuis cette loi, quand même, faut le dire, on a le droit de ramener nos contenants. Donc ça, c'est vraiment une victoire de se dire yes. C'est quelque chose qui est du bon sens et qui est accepté et on ne peut plus rien nous dire par rapport à ça. Donc quand je disais le fait de ramener son contenant, il peut aussi demander la quantité qu'il veut. Donc là, il y a le double aspect anti-gaspillage alimentaire qui est hyper important. Et les magasins de plus de 400 mètres carrés vont avoir une obligation de mettre à disposition des contenants propres qui soient soit réutilisables, soit réemployables. Donc c'est encore un pas de plus pour moins de déchets, notamment au niveau des emballages. Et un dernier truc qui concerne le vrac, c'est la libre distribution de certains produits qui sont contrôlés comme les AOP. Puisqu'on est encore au début, comme je disais, du marché du vrac et ça se structure. Et du coup, c'est une forte action de dire que depuis cette loi, on peut vendre du riz de Camargue en vrac en ayant le droit. Il y a des produits qui ont des AOP qui sont hyper compliqués, comme le vinaigre balsamique de Modène. C'est pareil, il n'y avait pas le droit de le vendre en vrac et maintenant c'est possible. Donc voilà, on avance doucement mais sûrement, mais Trop bien. C'est assez chouette. Bravo. Et alors, si on revient sur toi et sur tes engagements, qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure ? Et moi, c'est de faire mon travail avec passion, tout simplement. C'est de, comme je disais tout à l'heure aussi, mais lier mes convictions personnelles et professionnelles. Moi, tout ce que je fais dans ma vie pro ou perso, c'est vraiment des choses qui me portent à cœur, qui sont logiques pour moi. Et je suis contente de pouvoir défendre plein de valeurs au quotidien. Du coup, c'est le fait d'être un commerce indépendant, de pouvoir travailler avec les producteurs avec qui on veut travailler, d'être libre, de faire nos choix, d'ouvrir quand on veut ouvrir. Enfin, on est quand même un commerce, donc on accueille du public, mais pour autant, moi, je peux décider d'aller dans une boutique ou dans une autre, comme je suis entre les deux aujourd'hui. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. Et avant tout, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est la relation humaine avec tout le monde, avec mon équipe, qui est une super équipe. Mes clients, ils sont tous trop chouettes. On a une super relation avec eux. Les fournisseurs, c'est pareil. Il y en a plusieurs qu'on a au téléphone tous les jours. On parle avec eux de plein de choses. Ils nous expliquent leurs nouveaux produits. Enfin, c'est vraiment hyper enrichissant, humainement parlant. Aussi avec tous les partenaires. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît. Et en fait, c'est vraiment... je ne l'avais pas vu venir. C'est qu'on m'a demandé d'intervenir dans des conférences. Par exemple, on m'a demandé d'intervenir dans des conférences. Par exemple, sur Nantes, comment imagine-t-on la 6e ville de France en termes de futur au niveau du commerce durable. J'ai fait des cours aussi en entrepreneuriat. J'ai été invitée avec mes copines de la tricyclerie, mais au sommet mondial du climat à San Francisco. Ouais, une année. Génial. Donc ça, c'était t'es énorme. reconnue un peu comme l'experte du sujet. J'ai eu beaucoup d'articles de presse. Mais tu es consciente que tu véhicules cette image-là et tu es à l'aise avec ça ?
Et ben, en fait, pas du tout, parce que moi je dis, je vends des pâtes et du papier toilette, quoi, et de la pâte à tartiner au chocolat, ok. mais d'avoir un côté militant et reconnu et d'avoir inspiré d'autres personnes, bah, on me le dit souvent, et du coup j'en suis super fière, même si je m'en rends pas compte. Et par exemple, en 2018, j'ai eu le prix Éco-Visionnaire par l'association Femmes de Bretagne. Donc c'est marrant, ça fait sens aussi à ce que tu disais, le côté visionnaire. Voilà, donc pareil, je m'y attendais pas. J'ai eu la même année le prix au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat des Pays de la Loire, entrepreneur de talent. Vraiment côté entrepreneuriat au féminin. J'ai reçu encore la même année, alors là c'est 2018, c'était l'année de folie, une lettre de l'Assemblée nationale où je croyais que c'était un PV, une amende, tu vois. Et c'était pour me féliciter pour mon engagement dans le zéro déchet. Ah oui? Ouais, donc truc de ouf, quoi. C'est trop bien, bravo. Donc voilà, c'est... Ouais, bravo pour tout ça, c'est trop bien. Et du coup, tu aurais un petit conseil ou plusieurs conseils à nous donner pour finalement adopter une consommation plus durable, plus responsable ou pas? Le premier conseil, c'est de ne pas se foutre la pression, surtout, et d'y aller petit à petit. Parce que souvent, quand on a envie de bien faire, on se dit « Oh là là, c'est énorme !» Puis selon d'où on part aussi, il y a plus ou moins de choses à mettre en place. Mais ouais, pas se foutre la pression, parce que sinon, soit on devient taré, soit on arrête tout du jour au lendemain. Et du coup, c'est pas le but de se prendre la tête avec sa famille, parce qu'on veut absolument avoir ça à la maison, ou voilà, se mettre tout le monde à dos, parce qu'on refuse les emballages, les cadeaux, les pailles, les trucs. Voilà. Du coup, vraiment y aller doucement. Moi, ce que je conseille, c'est soit on est un peu taré comme moi, donc on décortique sa poubelle. Donc, quand on va dans la poubelle, il y a un tiers d'épluchures. Et donc, ce sont des biodéchets qui finissent par pourrir et puer. Donc déjà, première étape, composter. Et maintenant, à Nantes, il y a beaucoup d'initiatives. Comme je disais, par exemple, la tricyclerie ou d'autres restaurants qui compostent. Bref, composter. Donc, du coup, ça enlève déjà un tiers de la poubelle. Et après, du coup, qu'est-ce qui reste dans la poubelle ? Donc, on peut tout regarder. Et souvent, il y a ce qui va à la poubelle jaune et souvent dans la poubelle bleue, ce qui reste. Donc, maintenant, il y a aussi les nouveautés dans les poubelles jaunes à Nantes, mais c'est les emballages plastiques. Et vraiment, un déchet qui ne peut pas être ni compostable, ni recyclable, ni réutilisable. Enfin, vraiment, ce petit truc-là, c'est des choses à bannir. Et par exemple, si vous voyez un emballage de je sais pas quoi, et là vous dites je vais essayer de l'acheter en vrac ou de faire autrement ou de faire ce produit moi-même ou autre. Mais en même temps, je couple la petite astuce-là par, sans en faire trop, peut-être se mettre un défi par année, un défi par mois ou un défi par pièce, par exemple, de la maison. Parce que ça peut être... moi, j'en ai marre d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. C'est vraiment un déchet, je peux plus le voir. Donc, du coup, je m'équipe avec une gourde en inox. Ou ça peut être dans la salle de bain. J'en ai marre d'avoir une pile de coton à démaquiller qui s'accumule. Donc, voilà. Après, chacun est concerné, chacun vit différemment. Il y en a qui sont beaucoup en déplacement avec leur boulot, donc il y en a qui sont beaucoup à la maison, voilà. Et puis lire des bouquins, échanger avec des groupes comme le groupe Facebook Zéro Déchet Nantes pour partager ses trucs et astuces. Acheter un objet qui fait plaisir, qu'on sait qu'on va garder. Il y a toujours les valeurs, moi j'aime beaucoup dire moins mais mieux. Au lieu d'acheter plein de fringues qu'on garde pas, qu'on met pas, on achète une bonne fringue, au compte bio, éthique, peut-être made in France. Ça coûte plus cher, mais du coup, on l'adore et on l'a mis plus souvent. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de valeurs qui s'appliquent. Donc, c'est pas évident de donner un premier conseil, mais petit à petit surtout. Ça en fait pas mal et je trouve que c'est bien. Ouais. Et du coup, on va terminer par Nantes. Est-ce que tu dirais que... on en a quand même un peu parlé, mais est-ce que tu dirais que Nantes est une ville active dans la thématique du zéro déchet ? Bah oui, ouais, grave. Après, forcément, moi, je vois ça de ma fenêtre et puis je suis tellement baignée là-dedans que j'ai que du réseau, on va dire, dans ce domaine. Mais entre le nombre de magasins vrac, entre le nombre d'initiatives pour composter, tous les livreurs à vélo, les ressourceries, les endroits pour acheter en friperie, acheter d'occasion, revendre, voilà, mieux consommer, louer des vélos. Enfin, vraiment, il y a quand même beaucoup de choses. Et alors, du coup, tu sais, j'aime bien terminer ce podcast par des petites questions rituelles sur Nantes. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'évoque Nantes ? Ouais, alors, c'est hyper drôle parce que ça m'évoque 3 trucs. Si on commence par le tout début, Nantes, moi, de Bretagne, Nantes, je connaissais pas. Donc, à part le château des Ducs de Bretagne, à part les petits lus et à part la chanson, la fameuse chanson dans les prisons de Nantes,
Moi, je venais à Nantes pour faire des soirées, parce que j'ai une copine, NJ d'ailleurs, qui faisait des super soirées. Donc à chaque fois, c'était Bretagne-Nantes pour le week-end. Donc je connaissais pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment... Ce qui m'évoque Nantes au tout début, c'est les soirées à Nantes. Forcément, avec mon quotidien aujourd'hui, c'est l'engagement. Quand je dis Nantes, ça me fait penser à Disco Soup Nantes, parce que ça a été vraiment une expérience importante pour moi. Et tout le milieu associatif et toutes les rencontres humaines qu'on peut faire à Nantes. Les gens sont vraiment très ouverts et du coup je trouve que le côté humain dans Nantes est très très fort. Et la dernière chose que m'évoque Nantes, je trouve que c'est un peu aujourd'hui la nouvelle place to be pour le bien manger. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a le Nantes Food Forum, il y a les tables de Nantes. Là, dimanche dernier, il y avait le grand marché des producteurs des Pays de la Loire. Il y a beaucoup d'initiatives dans l'alimentation de demain qui prennent place, qui émergent et qui sont géniales. Encore une fois, Arlo Cheng, la laiterie nantaise, vraiment plein d'acteurs dans l'alimentation, des restaurants engagés. Vraiment, il y a ce côté militantisme pour mieux manger qui est hyper fort. Et je trouve que Nantes se l'approprie beaucoup. Et il y a l'association Les Bouillonnantes. Tu vois, toi, Rayonnante, typiquement, je trouve que c'est mettre en avant des initiatives différentes, engagées et fortes. Et c'est emblématique de Nantes pour moi. Super. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? Et moi, comme bonne épicurienne que je suis, bien manger et bien boire. Des bons produits, des bons vins, avec tout le vignoble à côté. Franchement, on a des vins de Loire en vin naturel qui sont genre excellents. Il y a des salons du vin et tout, il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime bien me promener dans tous les parcs. Sortir de Nantes aussi, pour aller surfer sur la côte, ça fait du bien. On n'est pas loin de la mer. Et j'ai un camion aménagé avec mon amoureux, donc les week-ends, juste on part à 20 minutes de Nantes. Et c'est genre la pleine nature. Et ça, c'est vraiment trop bien de pouvoir sortir comme ça. Et est-ce que tu as une ou des adresses fétiches que tu voudrais nous partager ? J'en ai plusieurs. Mon bar préféré pour bien manger, bien boire, c'est le Brocéliande, avec une super carte de vin naturel. D'accord. Qui est où, du coup ? Qui est dans mon quartier aussi, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est un petit bar de quartier un peu bistrot. Ils connaissent hyper bien leur vin, donc c'est top. Qui est à côté de la rue Joffre et les bords de l'Erdre, typiquement entre les deux. Il y a le bar de jeux coopératif, c'est un copain Pioche à Talensac, qui est vraiment cool aussi, avec une super ambiance. Mon resto préféré, je pense que c'est Pickles, avec le lien saveur asiatique, un peu beaucoup de produits fermentés, un peu beaucoup, c'est nul ce que je dis. Le restaurant Pickles avec des saveurs asiatiques, des produits locaux et vraiment des plats bluffants. Voilà, je pense que c'est mes 2-3 petites adresses. Et surtout, ce que je vais dire, c'est qu'il y a l'association Les Autres Possibles qui a édité un guide qui s'appelle « Où acheter durable et solidaire à Nantes » avec 160 adresses engagées. Et il est vraiment cool parce qu'il y a plein d'adresses pour acheter d'occasion, faire réparer son vélo, bien manger, faire des sorties, tout de manière engagée, militant, comme on aime faire à Nantes. Et là, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Trop bien. Et on peut trouver ce guide ? Oh, il est en vente un peu partout chez nous, forcément. Ouais. Mais vraiment, le MAP est une association bien connue. Je le mettrai du coup en référence du podcast. Ça peut être intéressant pour les auditeurs. Il est vraiment chouette. Ouais. Super. Et écoute, merci beaucoup, Johanna, en tout cas, pour cette discussion. Merci pour ton enthousiasme et ton dynamisme. Ça fait plaisir. En plus, on est le matin, donc tu vois, ça arrive bien. J'étais trop motivée de venir. Mais yes, le podcast. Et écoute, à bientôt, Johanna. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que notre discussion vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du podcast et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.